Et salut! Je sais pas si vous m'entendez, on va voir. On va démarrer. Alors, du coup, je suis content de vous accueillir pour cette petite conférence sur comment rendre les scènes vivantes et plus précisément comment rendre vos descriptions plus vivantes, plus dynamiques, histoire d'amener un peu plus d'ambiance, etc. Alors, je vais attendre que tout le monde ait le temps de s'installer. Ok, on a l'air d'être là, on est bon, on est pas mal. Alors, c'est parti. Sans attendre. Du coup, les scènes vivantes, on démarre. Alors, il y a trois grandes, on va dire, trois grandes thématiques, parce que au moment où j'ai commencé à faire cette conférence, je m'étais dit, oh, ce sera facile, ce sera rapide. Mais en fait, non, pas du tout. Beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraissait. Donc, j'ai découpé le sujet en trois grands thèmes. Donc, on va voir le combat, donc vraiment comment dynamiser davantage les combats, de manière à les rendre plus dynamiques, je disais, mais aussi pour les rendre plus efficaces dans leur narration. Ensuite, on va voir un petit peu sur l'ambiance, comment amener un petit peu mieux une ambiance à une table, et enfin, comment vraiment améliorer, là, cette fois-ci, les descriptions. Alors, les combats, très très gros morceau. Le but de tout ce que je vais vous proposer, et je le précise avant de démarrer, tout ce que je vais dire pour le moment, ça va être des conseils génériques, sur des choses qui peuvent paraître évidentes parfois, mais qui pourtant ne le sont pas tant que ça, et peut-être que vous allez même apprendre des choses, j'espère. Mais en tout cas, l'idée c'est de pouvoir piocher les éléments qui vous intéressent dans tout ce que je vais dire, mais de ne pas tout utiliser en même temps. Sinon, ça va vite devenir un petit peu le bordel. Alors, pour les combats plus rapides, l'idée c'est d'avoir un turn order visible et que vous pouvez facilement modifier. Alors, quand vous êtes sur Internet, par exemple avec Roll20, c'est extrêmement facile puisque vous avez le turn order qui s'affiche sur le côté. Mais quand vous êtes en partie... Oula, j'ai eu un petit bug. Quand vous êtes en partie, du coup, physique, ça devient un petit peu plus complexe. Une idée que j'avais vue et qui est vraiment très, très efficace, c'est de faire en fait des petits papiers sur lesquels vous mettez le nom des différentes personnes, donc des différents joueurs et des différents PNJ que vous avez, et de les poser tout simplement sur votre écran de jeu. Comme ça, vous pouvez tout changer très rapidement, et c'est plutôt efficace. Et comme ça, au moins, tout le monde peut le voir. Vous mettez ça des deux côtés et c'est vraiment pratique. Autre chose aussi, demandez à vos joueurs d'avoir des feuilles de référence. L'idée là-dedans, c'est que si un joueur a beaucoup de pouvoir, a énormément de choses qu'il peut faire, c'est d'avoir une feuille qui regroupe absolument tout et qui va lui mettre vraiment les choses en évidence. Il n'est pas à chercher et donc qu'il passe moins de temps quand c'est à son tour à se dire mais qu'est-ce que je peux faire? Et que du coup ça crée un gros blanc pendant l'action. Alors, je sais que les fiches de personnages sont plus ou moins des feuilles de rappel, mais je parle en l'occurrence pour un magicien qui se retrouve avec 40 000 sorts et 40 000 possibilités. Au bout d'un moment, il est facile de s'y perdre. Donc c'est bien de lui demander, et c'est à ça justement que sert pour Donjons et Dragons, dans Pathfinder, le principe aussi des sorts préparés, c'est de limiter en réalité ce choix pour que ce soit plus simple, mais de demander à votre joueur éventuellement de réfléchir pour que ce soit encore plus rapide à son niveau de réflexion à ce niveau-là. Un autre point qui peut vous permettre aussi de dynamiser vos combats, ça va être si un joueur contrôle plusieurs éléments. Donc ça peut être des monstres, des robots, genre il a fait une invocation, il a plein de monstres d'un coup, ou alors dans un univers futuriste, il contrôle donc une armée de machines. Eh bien, c'est de répartir ces machines non pas sur le contrôle d'une personne, mais sur l'ensemble des joueurs. Déjà, ça va permettre à tout le monde de jouer un petit peu. C'est quand même très agréable, hein, on va pas se mentir, parce que attendre 40 ans qu'un joueur qui contrôle plein de choses joue, ça peut être très très long. Et du coup, ça fait perdre finalement aux joueurs le sens du combat et ça se dilue trop. Donc là, en répartissant ces éléments-là, ça va donner à tout le monde un petit peu de quoi jouer et c'est beaucoup plus intéressant. Ensuite, ce que je vous conseille de faire en tant que MJ, c'est de décrire les actions de vos joueurs et ou de voir pour laisser leur soin de le faire. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand vos joueurs font une action, n'hésitez pas du coup à, par exemple, vous lever, mimer l'action, essayer de mettre un petit peu l'ambiance dans votre description, mais il ne faut pas non plus le faire trop, parce qu'il y a des moments, si vous faites à chaque fois pour chaque jet une description, si jamais il y a un joueur qui a genre 5 actions, ça va pas le faire.
Non, essayez plutôt d'attendre que tous les jets soient terminés et là, de faire la description globale, histoire d'amener tous ces jets dans un flux narratif cohérent. Ou éventuellement, et ce que j'aime particulièrement faire, c'est de laisser aux joueurs, s'ils le sentent évidemment, le soin de faire eux-mêmes leur description. Particulièrement efficace quand, par exemple, ils sont sur le point de tuer un gros ennemi. Là, ils peuvent décrire comment ils le massacrent. Autre petite chose intéressante que vous pouvez prendre et faire lors de vos descriptions, c'est de prendre en compte le terrain et l'équipement, écrire ses actions. Par exemple, on va reprendre encore l'idée de Donjons et Dragons, parce que c'est un jeu qui est très connu, puis ça permet de mieux voir un petit peu ce que je veux dire. Mais dans Donjons et Dragons, il y a le principe de classe d'armure. C'est-à-dire que votre bouclier, votre armure, tout ça, ça va venir à l'intérieur de cette statistique unique, et le but c'est de dépasser cette valeur. Et en général, on dit souvent, oui, mais du coup, si tu rates, tu l'as pas touché. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire que, par exemple, ton épée a ripé sur l'armure, que le joueur a réussi à le bloquer avec son bouclier. Il y a plein de manières d'amener du dynamisme. C'est pas juste ah, t'as raté ton jet, t'as pas touché, voilà, merci. On peut aller en réalité beaucoup plus loin. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez faire globalement dans les combats, histoire d'amener un peu plus de dynamisme. Mais ça, c'était uniquement côté, on va dire, actif. Dans la partie préparation, il y a encore pas mal de choses que vous pouvez faire, en tant que MJ. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir déjà lu et compris le fonctionnement de tous les PNJ alliés comme ennemis à l'avance. Alors, c'est paraître complètement évident, mais c'est un peu plus que ça en réalité. Puisqu'il faut vraiment avoir juste vraiment compris le fonctionnement de vos ennemis. Savoir comment ils fonctionnent, comment ils peuvent interagir ensemble, le tout à l'avance, pour que quand vous vous rameniez au niveau du combat et que la baston se déclenche, bien vous ne soyez pas perdu et que vous n'ayez pas vous-même à chercher les actions que vont faire vos PNJ. Dans le même ordre d'idée, je vous conseille aussi d'avoir les feuilles de PNJ déjà prêtes. Alors, si vous êtes sur ordinateur, c'est extrêmement facile, hein, vous ouvrez un onglet pour chacun de vos PNJ. Sinon, si vous êtes du coup en physique, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement d'avoir une feuille A4 là, et de la découper en 4 morceaux et de faire, si c'est possible évidemment, et d'essayer de mettre un maximum de PNJ à l'intérieur. Comme ça, vous avez une feuille, vous pouvez facilement récupérer vos PNJ, les stats les plus importantes, et vous pouvez du coup les utiliser très rapidement et vous y référer extrêmement facilement. Ce qui va permettre de beaucoup dynamiser et rendre plus efficaces vos combats. Parce que c'est vrai que quand on est MJ, on a souvent plus de personnages à jouer que les joueurs. Donc nos tours en tant que MJ sont beaucoup plus longs. On peut les réduire, c'est pas plus mal. Ensuite, toujours pour rendre les scènes un peu plus vivantes et puis améliorer le combat, on peut aussi varier les rencontres, le terrain, le nombre d'ennemis, etc. Bien souvent, dans les jeux, on peut avoir un système de tableau de rencontre qui va nous dire, ben voilà, vous rencontrez telle créature. C'est un peu plat. Un peu plat parce que, eh bien, il n'y a pas d'histoire finalement derrière. Et un combat sans histoire, c'est un combat un peu plat, qui est un peu vide de sens, qui va rien amener. Et du coup, les joueurs vont simplement regarder et faire ouais, ok, bah on le tue, et voilà. Alors que si vous amenez un petit peu d'éléments narratifs à l'intérieur, et que vous faites en sorte que le terrain ou que les conditions soient un petit peu originales, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses. Alors, l'idée, c'est de pas forcément tout faire en même temps. Mais en tout cas, simplement, vous prenez un monstre particulier, vous lui collez 2 petits autres monstres qui l'accompagnent, et bah déjà, ça permet de casser juste le fait de taper un seul gros monstre. Ça permet aussi de rendre le combat un peu plus équitable, et puis ça va vous permettre aussi de pouvoir commencer à amener une histoire. Vous pourriez, un exemple que j'aime tout particulièrement, c'est le principe de, il y a des monstres qui arrivent, et en fait, ils sont un petit peu blessés, et puis en fait, c'est parce qu'ils fuyaient un autre groupe, qui eux, du coup, vont arriver après coup, et à ce moment-là, on va se retrouver dans un combat avec une dynamique de duel avec 3 personnes. Chacun va essayer de se regarder et de tirer son épingle du jeu. Et là, déjà, on amène une narration. Pourquoi est-ce que ces monstres se faisaient chasser? Qui sont ces chasseurs? Est-ce que ça a une importance dans l'histoire? Vous pouvez vous en servir aussi comme on va dire, un petit indice sur ce qui va se passer plus loin dans le scénario, pour amener quelque chose, un élément narratif. Bref, il y a vraiment énormément de choses à faire avec... Pourquoi c'est revenu en arrière, ça? Ok, je sais pas pourquoi. Mon PC est vivant, je crois. Du coup, voilà un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec en variant simplement les terrains, le nombre d'ennemis, etc. Autre chose que je vous conseille de faire et qui vont là encore plus rendre vos scènes vivantes, parce que
Rendre les scènes vivantes ou les combats dynamiques, c'est vraiment extrêmement lié. Si vos combats vont amener une vraie tension sur vos joueurs, ils vont être d'autant plus attentifs et d'autant plus être à l'intérieur de votre partie. Donc pour eux, ce sera d'autant plus, entre guillemets, réel. Donc, du coup, il faut que vos PNJ aient une vraie chance de réussir, n'agissent pas comme des débiles, et essayent de tirer parti des faiblesses des joueurs, des avantages qu'ils peuvent obtenir avec le terrain, voire même de se préparer à l'avance. Genre, ils savent que les joueurs vont arriver, donc du coup, ils vont commencer à piéger éventuellement la zone, ils vont creuser une petite galerie pour pouvoir fuir plus facilement. Bref, ils vont faire ce que ferait n'importe quelle personne sensée quand il sait qu'il va se faire attaquer. Il va essayer de se préparer ou voire même de fuir. D'ailleurs, dans un combat, il ne faut pas non plus hésiter, si votre créature est intelligente, à la faire fuir. Dans un combat, il est très rare, à moins qu'on soit payé pour et encore, ou qu'on soit vraiment dos au mur, mais en tout cas, il est très rare qu'une personne se batte jusqu'à la mort. Il va assez souvent vouloir se rendre, ou réussir peut-être à fuir, ou envoyer quelqu'un mourir à sa place pour que lui se barre. En tout cas, vos combats ne sont pas et n'ont pas toujours à être jusqu'à la mort. Même, et je précise, même c'est dans les deux sens. Hein. Ça veut dire que vos PNJ n'ont pas forcément intérêt à tuer vos joueurs. Ils peuvent simplement essayer de les incapaciter. Déjà, ça va amener une nouvelle dynamique, ça va changer un petit peu des combats un peu classiques où on se bat jusqu'à la mort, quoi qu'il arrive. Dans l'idée, je ne sais pas si vous avez vu quelques animés, si vous êtes un petit peu des animés, mais il y a quelques mangas maintenant qui commencent à vraiment aller dans cette thématique de donjons difficiles, où il va y avoir des créatures qui sont soi-disant faibles, mais qui en fait sont plutôt bien organisées et représentent un vrai challenge. Bah, personnellement, je trouve que c'est un peu vers ça qu'il faut de temps en temps se diriger. Avoir des monstres réellement faibles et complètement stupides, c'est bien, hein, ça permet de varier. Mais de temps en temps, avoir des monstres qui vont commencer à vraiment réfléchir et vraiment utiliser leur terrain tel qu'ils finalement devraient l'utiliser, sinon ils n'ont aucune chance de survie et ils ne feraient jamais rien, eh bien ça va vous permettre de rendre votre monde plus réel, plus vraisemblable, et donc ça va donner à vos joueurs un vrai sentiment d'appartenance à cet univers, et donc ça va rendre le tout, comme le disait plus vivant. Voilà un petit peu pour les combats, ce que vous pouvez faire de manière assez générale. L'ambiance, alors là on va avoir pas mal de choses à dire. Vous pouvez le lire, hein, ça va vous paraître même très évident, tout ce qui est dit. Mais c'est pas forcément des choses auxquelles on pense toujours quand on est MJ, ou encore plus quand on est MJ débutant. Mais ce sont des choses qui vont vous permettre en tout cas de vraiment pouvoir commencer à amener des petites choses qui vont commencer à rendre vos scènes plus tangibles, entre guillemets. Ce que vous pouvez faire, c'est varier le rythme, le ton et votre volume de parole en fonction des scènes. Ça paraît totalement évident, hein, mais quand vous entendez, par exemple, un présentateur, une voix off, ou même des personnages dans un film ou autre, eh bien, ils vont varier tous ces façons de parler. À vous, justement, d'essayer de faire de même, que ce soit dans vos descriptions, ou que ce soit dans votre interprétation des différents personnages. Alors nous, on va plutôt s'intéresser pas trop à l'interprétation des personnages, hein, ça va dépendre de vos personnages, donc vague. Mais au niveau de la description, le rythme, le ton et le volume de parole vont énormément changer la manière dont on perçoit une scène. Si vous avez une scène qui est dramatique, qui est vraiment sombre, et que vous parlez avec un ton super haut et un rythme extrêmement rapide, vous risquez de donner plutôt une impression Enfin, ça va créer une dissonance, où vous allez avoir d'un côté la scène qui est sombre, et puis votre discours qui va être tout guilleret. Ça marche pas. Donc il faut essayer vraiment de modifier votre façon de parler pour que ça colle avec la scène. Et des fois, une scène qui va paraître du coup classique, rien qu'en changeant le rythme de votre parole, vous allez petit à petit pouvoir l'amener vers une tonalité totalement différente et amener comme ça votre ambiance. Par exemple, vos joueurs rentrent dans une grotte. Là, c'est classique. Donc ils rentrent dans la grotte, ils voient les murs en pierre qui ruissellent d'eau, l'ambiance est de plus en plus humide, et au fur et à mesure qu'ils approchent, ils sentent une aura étrange qui vient du fond de la grotte. Bon, vous voyez, là, j'ai déjà commencé à changer de ton de parole, et l'ambiance change déjà. Alors que j'ai globalement rien dit, hein, ça pourrait très bien être un petit oiseau au fond, ce serait pareil. Alors que le ton de la parole vous a déjà donné l'impression que, bah oui, évidemment, il va y avoir un truc horrible au fond.
Voilà, c'est ça que je veux dire. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un accent. Alors, je sais qu'en français, les accents, il y en a beaucoup moins qu'en anglais, et donc du coup, quand on regarde des actual play en anglais, on a l'impression que ouah, les accents, c'est trop bien. Ouais, en français, c'est un peu plus compliqué. Mais je vous encourage quand même à le faire. Pourquoi? Ça va donner une personnalité à vos PNJ, ou à vos personnages, hein, si vous êtes joueur. Et ça va aussi, du coup, le rendre encore plus tangible, encore plus intéressant à suivre. Et ça peut aussi amener des bons moments de rigolade. Ensuite, je vous conseille de prendre le temps, et ça prendre avec des pincettes, hein, c'est de prendre le temps de décrire les lieux et les personnes. Mais ça ne veut pas dire de prendre trop de temps. C'est simplement, vraiment, si vous avez une scène, ok, très bien, je décris vraiment la scène. Il y a une personne qui est importante, ok, je la décris. Mais il faut savoir justement prendre ce petit moment, pas qu'il soit long, hein, je reprécise, c'est très important, pour essayer d'amener votre scène, d'amener votre ambiance. Ce que vous pouvez faire à côté, ce qui est devenu extrêmement facile depuis qu'il y a le Covid et donc que tout le monde est parti faire des parties de jeux de rôle sur Discord, Roll20 ou autres VTT, c'est d'ajouter ou de modifier de la musique en fonction des scènes. Alors si vous êtes en réel, bah, vous prenez des enceintes tout simplement, mais une bonne musique va totalement changer votre scène. Encore une fois, il faut que ce soit congruent avec ce que vous voulez amener. C'est une chanson guillerette sur une ambiance sombre, ça va pas le faire, évidemment. Mais tout de suite, ça va donner un petit plus, pas forcément énorme, hein, je vous conseille même de mettre le volume assez bas, ou juste que ce soit un fond sonore, mais ça va vous permettre tout de suite de mettre vos joueurs dans l'ambiance. C'est tout, on est formaté avec les films. À force de regarder tous ces films où il y a la musique d'ambiance qui techniquement n'existe pas dans l'univers, on est d'accord, hein. Eh bien, ça met tout de suite un peu plus dans l'ambiance, on est tout de suite un peu plus dedans, et du coup, les scènes sont plus mémorables. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est changer l'éclairage de la pièce. Alors, c'est autant au sens figuré qu'au sens propre. Si vous êtes dans une pièce avec vos joueurs, et que vous avez des lampes, par exemple, qui peuvent changer de couleur, ou qui peuvent être modulées en éclairage, en luminance, eh bien, je vous invite à le faire. Vous êtes dans une taverne un petit peu sombre, vous baissez la lumière. Vous êtes dans un monde de magma avec du feu partout. Votre lumière fait du rouge, mettez la rouge, etc. Ça va vous permettre de créer un petit peu ce cocon d'ambiance dans votre pièce qui va encore plus ajouter à l'immersion. Ça, c'était le sens propre. Le sens figuré, c'est comme au cinéma. Quand vous changez l'éclairage, vous allez changer la manière dont on voit une scène. Eh bien, il faut faire pareil en jeu. Là, tout ce que vous pouvez faire, globalement, c'est voilà, vous êtes en train de parler d'une personne, et puis au fur et à mesure de votre discussion, en fait, vous allez créer un mouvement qui va amener à discuter d'une autre personne et donc mettre l'éclairage sur quelqu'un d'autre. C'est extrêmement important pour l'immersion de vos joueurs, parce que cet éclairage doit aussi les concerner, pas que votre PNJ. Même plus important de mettre l'éclairage sur vos joueurs que sur les PNJ. Hein. Ensuite, la chose sûrement la plus bête, mais en même temps la plus véritable, c'est bouger, mimer, singer, etc. Bref, exprimez-vous avec votre corps si vous pouvez le faire, si vous en avez l'envie, hein, c'est un choix. Mais tout de suite, si vous mimez un coup d'épée violent, tout de suite ça met déjà vachement plus dans l'ambiance que si vous... Simplement. Enfin, toujours pour l'ambiance, je vous conseille de faire en sorte de poser les éléments de scène qui servent à l'ambiance en premier et le plus rapidement possible. Pourquoi? C'est simple. Je vous disais tout à l'heure de prendre le temps de décrire les lieux des personnes, mais de le faire court. Et bien pour le faire court, tous vos éléments qui servent à poser l'ambiance, vous les mettez au début de votre description. Pourquoi? Eh bien parce que comme ça, très rapidement, mettons avec la première phrase, vos joueurs savent, ok, là c'est le moment sombre. Ou alors, ok, là ça va être le moment enquête, un petit peu mystère, etc. Bref, faut qu'ils sachent quoi imaginer le plus rapidement possible. Et ensuite, vous pouvez passer à des descriptions entre guillemets plus génériques. Vous allez pouvoir décrire la couleur des murs si ça vous fait plaisir. Voilà, en gros. Et on passe à la description. Alors, on a une contradiction dès le début. Décrire avec des détails inutiles, doser en fonction de votre groupe, et ne pas de donner de détails inutiles. C'est totalement contradictoire, j'en suis parfaitement conscient. Mais je vous l'avais dit au tout début, souvenez-vous, hein, y a pas, faut pas prendre tout ce que je dis à la lettre, et il ne faut surtout pas faire tout en même temps.
Mais je vais quand même préciser pourquoi j'ai mis deux choses complètement contradictoires. Parce que pour moi, des détails inutiles, on peut les classer dans deux catégories. Il y a les détails vraiment totalement inutiles. Genre par exemple, vous prenez, mettons une marchande qui vient vous proposer une mission, elle est accompagnée par deux gardes du corps. Les détails inutiles seraient de commencer à décrire les gardes du corps, tout le monde s'en fout. Par contre, les détails inutiles qu'il faudrait plutôt donner, ça va être à quoi va ressembler cette fameuse marchande. Vous pouvez décrire ses habits, parce que ça va en dire plus long sur elle. Mais pour autant, ça change rien à la scène. Ça reste globalement inutile à la scène, mais ça va vous mettre tout de suite plus dans l'ambiance. La nuance est là. Donc il faut savoir un petit peu essayer, faut voir avec votre groupe, hein, essayer de faire plusieurs tests, voir un petit peu quel degré de détail les intéresse. Et le meilleur moyen, c'est de tenter en partie. Ensuite, autre chose que je vous conseille ardemment de faire, c'est d'ajouter des éléments relatifs à certains PJ dans les scènes. Et je vais tout de suite le mélanger au point suivant, cadrer et faire bouger la scène. Alors pourquoi Quand vous décrivez un lieu, vous n'êtes pas obligé de le décrire de manière statique. Et d'ailleurs, je vous le déconseille même. Quand vous décrivez une scène statique, vous allez dire par exemple, ok, vous entrez dans une pièce, elle est carrée, etc. Bref, en gros, le temps c'est figé. Et ça casse le rythme. Je vous déconseille de le faire. Essayez toujours d'ajouter un élément dynamique quelque part dans votre scène. Vous pouvez par exemple dire, voilà, ok, vous êtes sur un champ de bataille, il y a tout un tas de morts, il y a des épées plantées dans le sol, etc., etc. Et vous voyez le vent qui fait bouger un petit peu l'une des bannières. Déjà, ce vent et ce mouvement de bannière, ça crée ce petit dynamisme qui va permettre de rendre la scène non plus statique, mais au moins très légèrement dynamique, alors que clairement c'est une scène statique, il n'y a que des cadavres au sol et il n'y a rien d'autre à voir. Et pourtant, ce petit élément va permettre de montrer que votre description se passe dans un flux et non pas on arrête le temps. Et du coup, faire bouger la scène, parce que ça c'était aussi pour cadrer, faire bouger la scène, c'est aussi quand vous décrivez, essayer d'avancer dans le temps. Donc par exemple, vous décrivez l'arrivée des joueurs dans une ville, eh bien vous allez commencer votre autodescription depuis, mettons, ils sont à 500-600 mètres de, peut-être un peu plus loin, ils sont à 1 ou 2 km de la ville, et donc ils voient la ville dans son ensemble. Donc là vous faites une description très générale de la ville. Vous dites, voilà, vous arrivez devant une ville, il y a des murailles, vous voyez quelques grands bâtiments au loin, qui vous pourraient penser qu'il y a une tour, peut-être de magicien, et puis un grand temple, voire même une cathédrale. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous allez donner plus de détails. Donc, dans vos descriptions, ça va donner, par exemple, vous voyez donc la cathédrale, et quand vous arrivez quand vous arrivez près des portes, vous voyez une grande file de personnes qui font la queue pour rentrer et passer le poste de douane. Et bien, rien que dans cette description-là, vous êtes passé de 2 km à 100 mètres de distance de la ville. Et c'est ce mouvement-là qui va amener vos joueurs vraiment dans une continuité, va dynamiser davantage votre scène. Il faut voir ça un petit peu comme dans un film finalement avec un travelling. Ajouter des éléments relatifs donc au PJ, là ça devient un petit peu plus intéressant. Donc, quand vous faites votre description, on reprend de la ville, il faut essayer de donner des descriptions où vous allez interpeller directement des joueurs. Parce que le problème des descriptions, surtout si elles sont longues, c'est pour ça que je conseille de mettre, plus vos descriptions sont longues, plus essayer, en tout cas davantage essayer de faire de cibler vos joueurs, c'est de dire, bon ben voilà, mettons que vous avez un croyant dans votre groupe et puis un voleur, ben vous dites, voilà, donc vous arrivez près de la ville et vous voyez, et toi, machin, le prêtre, là, tu vois un temple de telle divinité, et donc le joueur, il se dit, ok, très bien, il y a un temple de telle divinité, donc je sais que si j'ai besoin de machin, eh ben, je peux aller là. Bien. Et le voleur, vous lui dites, bah voilà, quand vous arrivez près de la ville, vous avez cette longue file d'attente, et vous voyez quelques personnes échanger des piécettes. Il semble qu'il y ait un marché noir. Et bim, vous avez intéressé votre voleur à ce qui se passe dans la ville, et vous lui notifiez aussi la présence de manière un peu plus subtile d'une, par exemple, soit de guilde de voleurs, ou en tout cas d'un réseau de marché noir, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose dans cette ville qui va l'intéresser. Et vous pouvez l'amener du coup directement dans votre description au moment d'entrer dans la ville. Il vous évite simplement de devoir amener un PNJ qui va lui dire, etc. Bref, d'amener ça de manière artificielle. Tout devient organique. Et, c'est bien compliqué, faire court, c'est extrêmement important. Vos descriptions
en tant que MJ, le problème c'est que globalement vous arrêtez tout le monde de jouer. Alors certes, avec tout ce qu'on a vu, vos descriptions maintenant sont beaucoup plus dynamiques et vont interpeller un peu plus les joueurs. Mais ça n'empêche que pendant ce temps-là, ils ne jouent pas en fait. Donc plus vous faites court, plus vous essayez de faire entre guillemets percutant. Alors c'est pas en mettant des phrases choc, hein. Ce que je veux dire percutant, c'est que vos phrases sont efficaces. Surtout. Eh bien, plus vous allez permettre aux joueurs de jouer et donc de créer eux-mêmes leur scène vivante. Et après tout, la chose la plus vivante, ça reste vos joueurs. Et enfin, le dernier point, c'est important, certains clichés de mise en scène que vous voyez au cinéma, dans des séries ou dans des livres, ça aide. Alors certes, c'est des clichés, mais ça aide. L'orage, quand le méchant est en train de dévoiler son plan, ça marche super bien. Bon, vous n'êtes pas obligé de le mettre à toutes les sauces, hein. Mais l'utiliser de temps en temps, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Parce que si vous avez votre méchant qui dit « Eh oui, j'avais prévu de détruire le monde !» alors qu'il y a un arc-en-ciel et des licornes sauvages qui se baladent derrière, bon bah ça n'a pas le même impact, quoi. C'est pas le même ton, ça casse un petit peu la chose. On est d'accord. Et du coup, fini. Ah ouais, les fins, je les fais de manière toujours très abrupte. Il n'y a pas de problème. Du coup, si vous avez des questions, je regarde justement le chat à côté et je suis à vous. Du coup, en attendant, je fais coucou à Céleste et coucou à Démon et Démon et la mise d'accès. Désolé pour les prononciations, je suis très mauvais. Elneri qui nous dit donc du coup, je voulais détruire la mignonnerie. Ah, bah les licornes et vive la terreur. Je suis tellement d'accord. Je pense même en ce moment à faire une campagne, peut-être sur Pathfinder, je suis pas sûr, une campagne vraiment dédiée méchants avec que des choses où vraiment on va pouvoir y aller dans les clichés et les joueurs vont vraiment pouvoir, comment dire, s'amuser à détruire tout ce qui est en général sympathique, qu'on classe dans la catégorie c'est mignon, c'est gentil. Et là, non, bim. Ah, désolé, la mise. Bon, j'y arrive pas. La mise d'accès, si tu arrives en retard, ce n'est pas grave, tu pourras toujours regarder. Du coup, ce sera uploadé sur la chaîne YouTube de Roll Internet. Tu n'auras aucun problème pour avoir une rediffusion. Mais oui, le Radox, je suis tout à fait quelqu'un de sadique, particulièrement quand je masterise. Je suis à la fois un maître du jeu très gentil et pas gentil. Pas trop. Alors, une question de Beberfrix qui nous dit « J'ai toujours du mal avec les descriptions en général. Comment améliorer ce point, surtout si une description rapide quand un combat débute ?» Alors, effectivement, c'est une question compliquée. Quand vous faites une description pour, en l'occurrence là, amener un combat, vous n'êtes pas obligé de décrire de manière incroyable la situation. Si vous êtes sur, par exemple, Roll20, vous allez pouvoir afficher la battle map. Si c'est une rencontre qui n'était pas prévue, vous pouvez très facilement avoir des battle maps sur plein de sites. Vous en faites un petit stock de côté, et comme ça vous ne serez jamais à court, et vous pourrez toujours intervenir très rapidement. Je vous conseille en général d'en préparer 2 ou 3, comme ça vous êtes tranquille pour très longtemps. C'est rare qu'on ait plus d'un combat non prévu dans une... Ou alors c'est que ça a complètement déraillé. Et ensuite, votre description, bien, si vous êtes, je rappelle sur Roll20, hein, vous pouvez du coup vous appuyer et ne pas décrire ce qui est déjà visible à l'écran. Donc, vous pouvez simplement dire, ok, donc là, vous êtes dans une forêt, il y a le chemin, et arrive du côté de la forêt sur le chemin, donc, un troll avec 2 gobelins. Et ils ont l'air fatigués, le troll est en train de traîner difficilement sa massue, il vous regarde l'air méchant, et il leur donne à ses 2 compères et il leur fait un truc, quelque chose comme ça. Et les 2 gobelins vous attaquent, début du combat. Voilà, c'est rapide. Mais du coup, vous avez fait parler votre troll. Du coup, ça rend la chose un peu vivante. Vous avez décrit un petit peu d'où il vient. Il ne sort pas de nulle part. Il a l'air fatigué, donc il s'est passé quelque chose avant. Donc vous avez un élément narratif. Bref, j'ai essayé de mettre un petit peu tout ce que j'avais dit dans cette description. Faites à la va-vite. J'espère que ça répond un petit peu à ta question, Beberfix. Sinon, bah, n'hésite pas à la préciser davantage, j'essaierai de te donner plus d'éléments. Bon, ok, bah ça t'a suffi, très bien. Il y a d'autres personnes qui ont des questions, surtout n'hésitez pas, hein, je suis tout à fait ouvert. Ah bah, Beberfix il nous dit qu'il joue sur Roll20, donc du coup c'est nickel pour lui. Bah voilà, parfait. Je vais pouvoir te servir de ça pour faire en sorte que tes descriptions soient un peu plus de punch.
C'est ce que je disais, hein, tout ce que j'ai dit, jusque-là, ce sont des choses qui sont à la fois évidentes, mais qu'on ne pense pas forcément à utiliser et surtout, je le rappelle encore une fois, n'utilisez pas tout en même temps, surtout pas. Faut piocher, des éléments et mixer un petit peu le tout pour pouvoir rendre vos scènes, marquantes. Parce que si vous utilisez tout, tout le temps, techniquement vous pouvez, hein, je vais pas vous mentir, vous pouvez. Le problème, c'est que si vous faites tout, tout le temps, vous allez habituer vos joueurs à tout ce changement et au final, ce ne seront plus des changements, ce ne seront plus des variations et vous redeviendrez, entre guillemets, «plat» en termes de vos descriptions et vous pourrez plus, amener d'altérité dans ce que vous faites. Ce qui est dommage. Donc, faut varier. Comment faire pour que les joueurs participent à la description de leurs actions? Ah, alors là, c'est compliqué. Ça va dépendre de vos joueurs, en fait. Il y a des joueurs qui vont être un peu plus timides, donc ils vont avoir un peu plus de mal à faire eux-mêmes leur description. C'est absolument pas grave. Et vous allez avoir des joueurs qui n'ont, aucun problème. En général, ce que j'aime bien faire, mais c'est un avis personnel, c'est si j'ai des joueurs qui sont un peu plus timides et qui ont un peu plus de mal à faire ce genre de timides ou pour d'autres raisons, hein, qui ont un peu plus de mal à faire, des descriptions, je demande simplement à mes joueurs de me décrire en gros ce qu'ils veulent faire et ensuite je m'occupe moi-même de la description réelle de leur action. Comme ça, il y a pas de, dire, les joueurs ne se sentent pas exclus parce qu'ils n'ont pas pu faire comme les autres et enfin ça remet tout le monde sur un pied d'égalité en gros, il me dit: «Bah, voilà, je le décapite». OK, très bien, donc tu fais l'action, tu arrives derrière ton adversaire, tu prends ton katana, et dans un mouvement fluide, tu lui découpes la tête et tu te retrouves devant son corps alors que tu étais derrière. Ça amène du dynamisme dans la scène, c'est sympa et bah, il a quand même réussi à faire cette décapitation et il est très content. Après, ça arrive que des joueurs, du coup, ne sachent pas non plus comment s'y prendre et dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, c'est open bar. Mais si vous voulez que ce soit eux qui décrivent, désolé, si vous voulez que ce soit eux qui décrivent, alors là, il va falloir discuter avec vos joueurs en amont pour essayer de voir avec eux si, il y a quelque chose qui bloque éventuellement, ou peut-être simplement les aider à voir un petit peu comment ils pourraient décrire, comment ils pourraient varier. Parce que si vous êtes doué pour faire des descriptions, ça ne veut pas forcément dire que d'autres ont cette habitude de décrire ou se pensent simplement être incapables de faire ce genre d'écriture. Moi, en général, j'essaye de les inviter à le faire en leur donnant des exemples et en leur expliquant que non, en réalité, c'est extrêmement facile. Il suffit simplement, entre guillemets, un petit peu de se lâcher, et cetera. Bref, j'essaye. Alors, faut adapter le discours adapté en fonction des gens, évidemment, mais j'essaye de l'amener, sans forcer, hein, s'il veut pas, il veut pas, mais j'essaye de l'amener du coup à, ce qu'il le fasse de lui-même. Mais en partie, par contre, je ne force jamais à ce que mes joueurs décrivent leurs actions, surtout pas. OK. Du coup, Enel qui me dit: «Tu peux refaire les 5-10 premières minutes que j'ai ratées?» Non! Il y aura des rediffusions. Et donc du coup, oui, JVOD, il faut pas que ce soit lourd. C'est pour ça que si vous avez des disparités, moi en tout cas, je préfère m'occuper directement, des descriptions, en demandant simplement aux joueurs à peu près ce qu'ils veulent faire. Comme ça, je suis sûr de, entre guillemets, «de timing, de la rapidité, de l'impact et cetera» et en même temps, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Mais, quand les joueurs veulent le faire, qu'ils se fassent plaisir. Ah, tenez, j'ai un exemple, justement d'une partie, que je masterise, notamment avec Cha, donc la fondatrice de Roll Internet, qui est une partie sur, Pathfinder. À chaque fois qu'ils arrivent à vaincre un gros adversaire ou qu'ils font un critique sur même un petit adversaire et qu'ils le sont censés le tuer, je demande aux joueurs: «Bah, voilà, comment tu veux le tuer?» Et au début, j'en avais un qui était là: «Bah, je sais pas trop», et donc du coup, c'était moi qui lui prenais un petit peu la main et puis, je lui faisais plusieurs descriptions qui étaient, cohérentes par rapport à son personnage et au fur et à mesure, qu'il a vu un petit peu comment faire ce genre de description et bien maintenant il les fait tout seul et il devient de plus en plus épique dans ses descriptions. Donc, ça marche, hein. Bon et bien du coup, si vous n'avez pas, davantage de questions, je pense qu'on peut terminer là. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Sinon, bravo, vous étiez déjà très compétent. Si oui, et bien j'en suis ravi, heu, que
Comme je le disais, il y a beaucoup de choses qui sont évidentes, mais finalement, à l'usage, est-ce que ça l'est? La question, elle a le mérite de se poser. Donc je vous dis à tout à l'heure sur Discord. Salut, salut!